Tu vois quelque chose dans la lune? Ouais, moi je vois un visage. Mais n'importe quoi, c'est un lapin! Non, mais si. Mais non, regarde, on voit le visage. Genre les yeux là, la bouche. Non, mais je pense que c'est parce que j'ai plus grandi dans la culture japonaise. Sûrement. Moi c'est parce que c'est plus mon père français qui me parlait de la lune. Avant les premiers pas, chacun a sa perception de la lune et projette ses rêves en elle. Mais dans chaque culture, cette vision est différente. Profitons du fait que nous avons grandi dans une double culture, c'est-à-dire européenne et japonaise, pour comparer ces deux à propos de la Lune. Comme nous le savons, la Lune est un satellite qui orbite autour de la Terre. C'est un astre mort visité pour la première fois par l'expédition d'Apollo 13. Il n'y a ni présence de vie, ni présence d'eau. Nous nous sommes donc posé la question suivante. En quoi, dans la culture japonaise et européenne, la place de la Lune diffère-t-elle? Premièrement, nous allons nous intéresser aux anciennes perceptions. Les perceptions de la Lune étaient beaucoup influencées par les textes chinois comme le Hakushibunshu, qui donne naissance à deux grands points de vue. Le premier définissait la Lune comme quelque chose de beau, idéal, et on y portait donc de l'admiration. C'est d'ailleurs cette façon de réfléchir qui fut à l'origine d'une fameuse célébration japonaise qui est le Tsukimi. La deuxième avait tendance à voir la Lune comme une chose maléfique. On pensait que sa beauté pouvait mener à la folie par sa mystérieuse attirance, son caractère immortel pouvait enlever l'âme des hommes. On pensait aussi que la pleine lune, puis la lune qui se décomposait, représentait le cycle de la vie de l'homme mortel. En Europe, il existe des légendes et des mythes qui s'associent avec les effets de la lune. Le plus connu sûrement est le fameux loup-garou. L'expression vient du vieux français « se garer d'eux » qui signifie « se méfier d'eux ». Au départ, un loup-garou est un loup dont il faut se méfier. Nous connaissons tous cette fameuse légende qui raconte que la nuit de la pleine lune, un homme, victime d'une malédiction ou d'une morsure d'un loup, se transforme en créature proche du loup. Cette légende rejoint l'idée des Japonais qui pensaient que la lune était une chose maléfique. Ici, elle engendre la transformation de l'homme en une créature tueuse. Il existe une maladie mentale qui s'appelle la lycanthropie. C'est une maladie à laquelle le patient croit qu'il peut se transformer en loup. À ce propos, d'après les croyances liées à la lune, les malades mentaux deviennent surexcités à la pleine lune et il y aurait une augmentation des meurtres, des viols et des suicides. La lune avait donc une réputation d'un astre qui rendait les personnes plus violentes et plus colériques. La lune dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, nous avons trois déesses qui personnifient la lune et ensemble elles forment la triade lunaire. Premièrement, nous avons Sélénée, fille des titans Théia et Hypérion. Elle est la déesse de la pleine lune, symbole de la naissance, connue pour son histoire d'amour avec Endymion. Ne voulant pas le voir mourir, elle lui offre une espèce d'immortalité et il fut endormi à jamais. On dit aussi qu'elle l'a endormi afin de préserver sa beauté. Sélénée venait voir son corps dans la grotte du mont Latmos, en Carie, lors de son passage dans le ciel et le caresser de ses rayons d'argent. Elle est parfois représentée avec un quartier de lune sur la tête. Son nom, par ailleurs, a donné naissance au mot Sélène, signifiant quelque chose de relatif à la lune. Aimait décrire à son fils les nuances de la lumière sélène. Ainsi qu'à une mission lunaire japonaise, aussi appelée Kaguya, qui avait comme objectif d'obtenir des données scientifiques sur la géomorphologie de la Lune afin d'aider à préparer les futures missions lunaires. Ensuite, nous allons voir Hécate, représentant la nouvelle Lune, symbole de la mort. Elle a droit à deux aspects différents, l'un où elle est une déesse protectrice et l'autre où elle est la déesse des morts. Elle fut parfois représentée comme déesse triple, avec une torche, le feu lunaire, un serpent, l'immortalité, et un couteau, l'assistance aux femmes en couche. Dernièrement, nous allons voir Artémis, représentant le croissant de lune, symbole de la maturité dans le cycle de vie. Elle est aussi en contraste avec son frère Apollon, symbole du soleil. Le Kojiki est un recueil de mythes d'un conteur nommé Hieda no Are, édité pour la première fois en 1712. Il contient de multiples chansons et poèmes. Tsukuyomi est le dieu de la nuit. Il naît de l'œil droit de son père Izanagi avec deux autres frères et sœurs,
Amaterasu, déesse du soleil qui naît de l'œil droit, et ses anneaux en or naissant du nez. Le père, fier de ses enfants, demande à Amaterasu de régner sur le royaume des cieux, à Susanoo sur le royaume de la mer, puis enfin à Tsukuyomi sur le royaume de la nuit. Le Tsukimi est une fête japonaise qui se déroule durant une nuit de pleine lune. Elle peut être célébrée le soir du 15e jour du 8e mois lunaire, en août, ou le 13e jour du 9e mois de septembre. Cette célébration a eu de différentes significations en fonction des époques. À l'époque Jōmon, l'acte de chérir la lune a commencé et a été effectué régulièrement. À partir de l'époque Heian, nous fêtions la fin des moissons et des récoltes. De nos jours, c'est une occasion pour manger des mochi ou des dingos en admirant la lune. Cette célébration est importante au Japon et devenue même commerciale. Le McDonald's vend en cette période des Tsukimi Burgers avec un œuf qui représente la lune à l'intérieur. Cette célébration a des origines chinoises. L'automne étant la plus belle saison, il était dit que par conséquent, la lune d'automne était la plus belle. Le lapin lunaire, d'où vient-il? Il y avait dans la mythologie chinoise une déesse Chang'e et son compagnon Yutu, ou le lapin de jade, qui habitaient sur la lune. La légende dit qu'ayant trop bu d'élixir d'immortalité, elle s'est isolée sur la lune où le lapin, son compagnon, lui en fabrique de manière constante. Au Japon, le lapin bat de la pâte à riz avec un pilon pour préparer du mochi. Le fait de voir un lapin dans la lune est appelé une pareidolie. La légende au Japon raconte l'histoire d'un lapin, d'un renard et d'un singe qui rencontrent un beau jour un vieil homme atrocement affaibli, ne pouvant pas bouger à cause de sa faim. Il demande alors aux trois animaux de lui offrir un peu de nourriture. Le singe va grimper à un arbre et récolter des fruits pour le pauvre homme. Le renard, rusé, va dans un cimetière et va dérober des offrandes pour le lui offrir. Le lapin, malheureusement, ne parvient pas à trouver quoi que ce soit. Il demande donc à ses compagnons de se faire un feu en l'attendant. Cependant, en voyant le lapin rentrer les mains vides, les deux animaux le traitent de menteur, ce à quoi le lapin répond qu'étant donné qu'il n'est pas assez puissant pour pouvoir trouver quoi que ce soit à manger, il s'offrait au vieillard avant de se jeter dans le feu. Il s'avère qu'en réalité, le vieil homme était un dieu et testait ces trois animaux. Il eut pitié du lapin et le fit ressusciter à la surface de la lune pour en faire un exemple. La place dans la lune dans la littérature. Les romans. Avant qu'on ne découvre que la lune n'est qu'un astre mort, elle a inspiré de nombreux artistes, dont deux célèbres auteurs, Jules Verne, avec ses ouvrages De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, paru en 1865, et Cyrano de Bergerac, avec son roman Voyage dans la Lune ou Histoire comique des États et empires de la Lune, paru en 1665. Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, né en 1619 et mort en 1655, est un auteur, dramaturge et soldat français. Il écrit son récit philosophique, Histoire comique des États et empires de la Lune, vers 1650, dans lequel il critique, avec provocation, les institutions et les valeurs de son temps. Il ridiculise l'autorité, en particulier l'autorité religieuse, et encourage la libre pensée matérialiste. C'est-à-dire que rien ne se crée, rien ne se perd. Doctrine qui, rejetant l'existence d'un principe spirituel, ramène toute réalité à la matière et à ses modifications. Dans ce roman, le narrateur se rend dans la Lune où il découvre un monde qui ne cesse de l'étonner. L'auteur procède à un renversement, il compare la société dans laquelle il vit et celle de la Lune. Mais on remarque qu'aucun des deux mondes est meilleur que l'autre. Résumé. Ce récit est une autofiction. Cyrano de Bergerac souhaite atteindre la Lune. Pour cela, il essaie de s'envoler avec des fioles remplies de rosée, mais il échoue. Il parvient enfin à se rendre sur la Lune grâce à une machine à fusée. Une fois sur la Lune, il atterrit sur le paradis et rajeunit. Il fait la rencontre de Adam et Ève. Mais il sera chassé du paradis car il ne pratique pas la religion. Il rencontre ensuite les habitants du Soleil, les Salariens,
et également le démon de Socrate et des Séléniens. La monnaie d'échange de la lune est le poème, car comme ça, quand quelqu'un meurt de faim, ce n'est jamais qu'un buffle, et les personnes d'esprit font toujours grande chair. Cyrano marche sur 2 jambes, tandis que les Séléniens marchent à 4 pattes. Il est donc décrété comme singe par la cour de la lune. Il fait connaissance avec un Espagnol considéré également comme un singe. Ils discutent ensemble du vide, de la pesanteur et des 4 éléments: eau, feu, air et terre. Les Sélénites se posent des questions sur l'espèce inconnue que représente Cyrano et se demandent pourquoi Dieu créa une telle bête. Ils sont également indignés que Cyrano dise que la Lune est un satellite de la Terre, car ils considèrent l'inverse. Après qu'on l'ait relâché, il se balade sur la Lune et apprend de nombreuses choses des mœurs de la Lune, comme par exemple la mort lunaire. Les morts sont tous brûlés, car ils croient que le feu, cette chaleur naturelle qui faisait l'âme, leur donne la force de s'élever jusqu'à la terre de certains peuples plus immatériels que nous, plus intellectuels. Lorsqu'un philosophe arrive à un âge où il sent ramollir son esprit, il est mangé par ses amis pour faire partager ses connaissances. On retrouve dans cet exemple l'idée de frotter et limer sa cervelle contre celle des autres pour acquérir de nouvelles connaissances. Le sexe sur la Lune est tout à fait différent de l'idée du sexe sur la Terre. Dans notre monde, la marque de noblesse était de porter l'épée. Mais sur la Lune, c'est de porter l'écharpe ou prend pour médaille la figure d'un membre viril. Le Sélénite qui a appris cela dit « malheureuse contrée » où les marques de génération sont ignomineuses et où celles d'anéantissement sont honorables. Cependant, vous appelez ce membre-là les parties honteuses, comme s'il y avait quelque chose de plus glorieux que de donner la vie, rien de plus infâme que de l'ôter. Nous pouvons donc dire que, dans le roman Notre Monde, Cyrano de Bergerac utilise comme moyen la Lune pour critiquer les mœurs de la société de son époque. Jules Verne, De la Terre à la Lune. Jules Verne, né en 1828 et mort en 1905, est un écrivain du XIXe siècle. Il est célèbre pour ses romans de science-fiction, notamment De la Terre à la Lune, Le Tour du monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers. L'œuvre. Publiée en 1865, d'abord en feuilleton, puis reprise en volume, ce roman est un roman d'anticipation. Après la fin de la guerre de sécession, Impey Barbicane, président du Gun Club de Baltimore, club d'artillerie, propose d'envoyer un boulet de canon sur la Lune. Le Gun Club reçoit un télégramme de la part de Michel Ardan qui propose de remplacer l'obus sphérique par un projectile cylindro-cosmique pour que des personnes puissent s'y introduire. Après avoir convaincu l'opinion publique et réglé les problèmes avec les adversaires, l'obus sera tiré avec succès. L'obus n'atterrit pas sur la Lune, mais adopte plutôt une position de satellite autour d'elle. La suite est racontée dans Autour de la Lune. Avant d'écrire ce roman, Jules Verne a dressé une liste de questions que se posaient les gens à cette époque. Est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune ? Quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite ? Quelle sera la durée du trajet du projectile auquel aura été imprimée une vitesse initiale suffisante et par conséquent, à quel moment devra-t-on le lancer pour qu'il rencontre la Lune en un point déterminé ? À quel moment précis la Lune se présentera-t-elle dans la position la plus favorable pour être atteint par le projectile ? Quel point du ciel devra-t-on viser avec le canon destiné à lancer le projectile ? Quelle place la Lune occupera-t-elle dans le ciel au moment où partira le projectile ? Pour répondre à ces questions, l'auteur va chercher des solutions parfois vulgarisées. C'est-à-dire que l'auteur répond à une connaissance en mettant à la portée du grand public. Comme par exemple l'obus qui sera envoyé sur la Lune par le canon. L'artillerie prend une grande place dans ce roman car Jules Verne a voulu attribuer un rôle pacifique d'exploration
aux armes au lieu de l'image destructive qu'elle a habituellement. Ce roman a été adapté de nombreuses fois, notamment sous la forme d'une adaptation cinématographique, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès 1902, théâtral, Le Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach, joué au Théâtre de la Gaîté 1875, et même une attraction à Disneyland Paris, de Space Mountain de la Terre à la Lune, a été inspirée du roman. Poème. Tristesse de la Lune, Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire. Charles Baudelaire est un écrivain français, né en 1821 et mort en 1867. Il étudie à Lyon, puis au lycée Louis-le-Grand. Baudelaire a eu une vie marginale et de bohème en s'exilant. Il publie en juin 1857 Les Fleurs du Mal chez Poulet-Malassis. Le recueil de poèmes sera condamné dû à un procès en moralité. 6 poèmes également vont devoir être retirés. En 1861, une seconde édition de Les Fleurs du Mal sera publiée. Tristesse de la Lune est le 65e poème du recueil Les Fleurs du Mal, publié en 1857, puis une seconde fois en 1861. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main distraite et légère caresse, avant de s'endormir, le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, mourante, elle se livre aux longues pâmoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main, prend cette larme pâle, au reflet irisé comme un fragment d'opale, et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. C'est un sonnet en alexandrin, 2 quatrains et 2 tercets. Nous pouvons voir une personnification de la lune au premier vers, par les mots rêve et caresse. Elle est comparée à une femme couchée sur de nombreux coussins au deuxième vers. L'auteur fait une métonymie. La femme est désignée par le mot beauté. Tout au long du poème, cette femme est indolente, mourante, vers 6, triste, elle laisse filer une larme furtive, vers 10, larme pâle, vers 12, et sensuelle, main distraite et légère, vers 3, caresse avant de s'endormir le contour de ses seins. La lune est la complice de la rêverie triste de Baudelaire, un poète pieux ennemi du sommeil, vers 11. Le poète est amoureux de cette lune, dans le creux de sa main prend cette larme pâle, puis la met dans son cœur loin des yeux du soleil, comme une chose précieuse. Gustave Flaubert a écrit dans une lettre adressée à Baudelaire le 13 juillet 1857 « Vous avez trouvé le moyen de rajeunir le romantisme. Vous ne ressemblez à personne, ce qui est la première des qualités. L'originalité du style découle de la conception. La phrase est toute bourrée par l'idée à en craquer. J'aime votre âpreté avec ces délicatesses de langage qui la font valoir, comme des damasquinures sur une lame fine. L'heure exquise, la bonne chanson, Paul Verlaine. Paul Verlaine est né à Metz le 30 mars 1844. Il commence à écrire des poèmes dès l'adolescence. Il publie à 22 ans son premier recueil de poèmes, Poèmes saturniens. D'ailleurs, dans ce recueil, nous remarquons la grande influence de l'auteur précédent, Baudelaire. En 1869, il écrit La Bonne Chanson, qui est un recueil regroupant des poèmes adressés à sa femme, Mathilde Mottet de Fleurville. En 1873, il rencontre Arthur Rimbaud, avec qui il aura une relation amoureuse passionnelle, mais cette liaison se termine par un coup de feu. En effet, dû à une crise de jalousie, Paul Verlaine appuya sur la gâchette et blessa son amant. Il sera emprisonné durant 2 ans. Il meurt dans la misère le 8 janvier 1896. L'heure exquise. La lune blanche, lui dans les bois, de chaque branche part une voix, sous la ramée. Ô bien-aimé, l'étang reflète, profond miroir, la silhouette du saule noir où le vent pleure. Rêvons, c'est l'heure. Un vaste et tendre apaisement
semblent descendre du firmament que l'astre irise. C'est l'heure exquise. Il y a un champ lexical de la nature. Bois, branches, ramets, étang, saule, vent, firmament, astre. Nous pouvons donc voir une correspondance baudelairienne. La nature est dans le même état que le poète. Le poète est apaisé, donc la nature est douce, et réciproquement. Avec la métaphore de étang et miroir vers 8, et le verbe reflète vers 7, nous pouvons renforcer cette idée du reflet de l'âme et de la nature. Kaguya Hime, autrement appelé Taketori Monogatari, ou conte du coupeur de bambou, est un très célèbre conte japonais et aussi un des plus anciens du Xe siècle, texte narratif qui reste très apprécié de nos jours et a eu droit à de nombreuses adaptations. Il illustre l'histoire d'un vieux coupeur de bambou qui trouve un beau jour un bambou luisant. Il l'ouvrit par curiosité et y trouva une jeune fille de la taille d'un pouce et décida avec sa femme, étant donné qu'il n'avait pas d'enfant, d'en faire leur fille. Ils la chérirent et elle grandit à une vitesse inhumaine et atteindra très rapidement l'âge adulte. Elle reçoit alors de nombreuses demandes en mariage, mais les déclinera toutes en incluant celle de l'empereur. Une soirée d'août, elle prétend que les siens sont venus la chercher et retourne sur la lune. La lune, dans ce conte, représente le pays natal de la jeune fille. Deux explications possibles en se basant sur les anciennes perceptions s'imposent donc. Premièrement, si nous prenons comme base le côté maléfique de la lune, cela signifierait que la princesse serait vue comme humaine, donc sale. Le deuxième, plus probable, prendra en compte le côté idéal de la lune. La princesse représenterait l'immortalité, sachant qu'elle avait cessé de grandir, et le pays de la lune, un lieu utopique. Nous rajouterons cependant que la jeune fille peine avant de rentrer sur la lune. Nous pouvons donc en tirer l'idée que la lune est parfaite, mais que le monde humain reste plein de gentillesse et de générosité. Dans la poésie japonaise, et notamment dans les haïkus, les groupes de mots sont utilisés comme indicateurs de saison pour éviter les mots banals comme hiver, printemps, été et automne. La lune est très souvent utilisée et représente des saisons différentes en fonction de son préfixe, mais le plus souvent l'automne. Le Hyakunin-shu est un recueil de 100 poèmes classiques par 100 auteurs. Il existe sous forme de jeu de cartes et reste très apprécié. Les 100 poètes appartiennent principalement à l'époque Heian, c'est-à-dire de 794 à environ 1185, et regroupent de nombreuses classes sociales, des moines jusqu'à l'empereur, qui restent néanmoins des personnes cultivées, sachant que le don de l'écriture et la lecture n'étaient pas encore acquis par tous. Nous allons brièvement expliquer le but du jeu. Il y a deux sortes de cartes et 100 de chaque. Une sorte de carte avec le dessin du poète et le poème entier qui reste dans les mains du maître de jeu. L'autre sorte comporte seulement la fin du poème. Le maître du jeu chante le poème et le but est de trouver le plus rapidement la carte avec la fin de ce dernier, le gagnant étant celui qui remporte le plus de cartes. En voici notamment 3 parmi une dizaine qui parlent de la lune. La carte 57. Je t'ai enfin vu, après si longtemps, mais tu repars en un moindre temps, telle une lune se cachant derrière les nuages. De Murasaki Shikibu. Ici, la poète raconte ses retrouvailles avec son ami d'enfance et devint nostalgique lorsqu'il dut partir. La poète, Murasaki Shikibu, était une dame de cour de l'époque Heian, mais son vrai nom demeure inconnu. Elle a écrit un roman très connu, Genji Monogatari ou Lady du Genji. La 59e carte. Yasura de nenamashi mono o sayo fukete katabuku made no tsukiyomi shikana. Si j'avais su que vous ne viendriez pas, sûrement me serais-je endormie insouciante. Mais en continuant à vous attendre, j'ai malheureusement vu la lune se pencher à l'ouest. De Akazome Emon. La poète attend en vain son amant censé venir ce soir-là, avec tristesse et irritation. En effet, les rencontres amoureuses à la cour se faisaient souvent la nuit,
et le lever de soleil était synonyme de la fin de ces tendres temps. Akazome Emon était une poétesse de l'époque Heian, dont le vrai nom reste une nouvelle fois inconnu. La carte 86. Nageke tote, tsukiya wa mono o omowasuru, kakochi ga onaru waga namida kana. La lune me fait-elle réfléchir en me disant de pleurer? Non, je sais que ce n'est pas le cas. Mes larmes ont tendance à mettre la faute sur cette dernière. De Saigyo Hoshi. Ceux-ci sont les mots d'un samouraï japonais. Portant comme thème l'amour, ce poème décrit le sentiment mitigé de l'auteur envers sa bien-aimée. Il pleure ému et voudrait dire que c'est de la faute de la lune, mais avoue dans la fin que c'est à cause de l'élu de son cœur. Le Saijiki est un regroupement de Kigo, indicateur de saison et source d'inspiration pour de nombreux haïkus. La lune se fait très présente dans ces derniers comme lune d'hiver ou lune froide. Les nuits devenant longues, la lune est plus présente durant ces saisons et semble plus froide. La lune voilée. La lune cachée par les nuages de pluie, tel un voile devant un visage, représente la lune d'automne. La célèbre adaptation cinématographique de la Lune est celui de Georges Méliès, Voyage dans la Lune. C'est un film français de science-fiction sorti en 1902. Elle a été inspirée par De la Terre à la Lune de Jules Verne. Voici le résumé. Le professeur Barban-Fouilly propose lors d'un colloque d'astronomie son projet de voyage dans la Lune à l'Assemblée. Il présente à ses confrères l'atelier où l'obus spatial est en chantier. L'obus sera propulsé grâce à un canon de 300 mètres de long en direction de la Lune. Le lancement est un succès. 6 astronautes sont embarqués. Ils découvrent l'environnement lunaire et assistent à un lever de terre. La population autochtone de la Lune, les Sélénites, capture les astronautes. Mais ils parviennent à s'échapper. L'obus reprend le chemin de la Terre. De retour, les savants sont accueillis en héros. Dans la culture européenne, nous avons tendance à voir un visage dans la Lune. Or, dans le film de Georges Méliès, la Lune est représentée par un visage et l'obus atterrit dans l'œil de la Lune. Nous voyons également qu'à l'époque, la population souhaitait explorer la Lune par tous les moyens, comme le montre le projet de l'obus envoyé vers la Lune. Il s'imagine également beaucoup de choses à propos de la Lune, comme par exemple ses habitants ou ses paysages. En premier lieu, pour parler du cinéma japonais, nous allons prendre l'exemple de Taketori Monogatari ou l'histoire de Kaguya Hime, qui, comme nous l'avons dit auparavant, a eu droit à de nombreuses adaptations. En 1987, une adaptation a été faite par Toho Eiga et Fuji TV. Elle ne semble pas très fidèle à l'histoire, car la princesse y devient une extraterrestre et finit par rentrer en vaisseau spatial sur la Lune. Nous pouvons aussi voir à d'autres moments une bataille avec un dragon qui ne figure évidemment pas dans l'œuvre originale. C'est une adaptation dans le registre de la science-fiction, c'est-à-dire une version soi-disant modernisée. En 2013, une adaptation très attendue est réalisée par le studio Ghibli. Cette dernière respecte considérablement plus l'œuvre originale que ne le faisait celle de 1987, malgré de petites retouches personnelles que nous pouvons voir de temps à autre. Création de nouveaux personnages, introduction de nouvelles répliques et scènes. Kaguya, ou la princesse de la Lune, commence par passer une enfance relativement heureuse et épanouie dans la campagne, jusqu'au jour où son père trouve dans du bambou de l'or et de beaux habits. Dès lors, une envie brûlante d'éduquer leur fille en tant que demoiselle naît chez les parents. Ils déménagent sans perdre de temps dans une ville dont la jeune femme sera d'abord émerveillée, puis vite dégoûtée, mais pour de bonnes raisons. Son arrivée se fait tout de suite savoir dans toute la région et les demandes en mariage se succèdent. Elle ne comprend pas pourquoi les hommes peuvent lui proposer un mariage censé naître d'un amour alors qu'ils ne se sont jamais vus, et cette logique la déçoit. Elle découvre donc les défauts de l'être humain qui lui étaient inconnus. Kaguya commence peu à peu à vouloir s'éloigner de tout. Lorsque ce sentiment devient très fort, ses souvenirs reviennent. Les habitants de la Lune doivent venir la chercher,
elle aura les souvenirs de sa vie sur Terre effacés. De plus, elle se souvient aussi de la raison pour laquelle elle était là. Elle était exilée de son pays pour un crime qu'elle avait commis. Lorsque le moment fatidique approche et que les hommes de son pays viennent la chercher, Kaguya refuse de quitter la Terre. Malheureusement, les hommes jettent un voile sur elle, effaçant ses souvenirs ainsi que les émotions sur son visage, et l'emmènent, en laissant ses parents terrestres en pleurs. Cette adaptation est intéressante car elle met en scène les deux caractères de la Lune. D'abord, le côté utopique. Par utopie, on entend un monde rêvé et idéal qui n'existe pas. C'est sur ce monde rêvé que vivait Kaguya. Nous voyons qu'elle découvre pour la première fois les défauts que peuvent avoir l'être humain, ainsi que le dégoût que nous pouvons ressentir vis-à-vis des choses. Cela sous-entend que la princesse venait d'un lieu ne comportant aucune imperfection et que même exilée, Kaguya avait reçu des valeurs morales et repères idéaux et sans défaut. Ensuite, le côté dystopique. Il est possible d'analyser que Kaguya a été exilée sur Terre car elle se trouvait trop admirative ou curieuse envers cette dernière. Le but de l'exil n'était donc pas de l'éloigner, mais de lentement détruire ses illusions pour qu'elle en arrive à ressentir du dégoût. C'est un plan diabolique et cruel, révélant le côté maléfique de la Lune. La Lune, de nos jours. Le projet Lunar Dream. La compagnie connue sous le nom de Pocari Sweat, vendant des boissons énergétiques au même nom, a décidé de mettre en place un projet surprenant qui est d'envoyer une de leurs boissons sur la Lune dans un but commercial. En effet, elle souhaite être la première à envoyer un produit sur ce satellite. Ce projet est prévu pour octobre 2015. Une boîte en titane avec des kilos de sachets en poudre à l'intérieur sera propulsée à bord d'une fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX. Le projet Lunar Ring. Une société japonaise, Shimizu Corporation, envisage d'installer une ceinture de panneaux solaires tout autour de la Lune, précisément sur l'équateur lunaire pour un maximum d'énergie solaire, c'est-à-dire sur 11 000 km. Après l'énorme catastrophe de Fukushima en 2011, le Japon s'est en effet tourné vers l'énergie écologique qu'est celle solaire. Elle permettrait d'envoyer une quantité d'énergie considérable de 13 000 terawatts, sachant que nous en consommons en moyenne 20 000 dans le monde. Ce projet permettrait de nous détacher de l'énergie fossile et vivre dans un monde où la production d'énergie ne serait pas synonyme de pollution. Peut-être parce qu'on se demande aussi si la vie ce serait possible là-bas, enfin on se pose plein de questions oui. Et puis je sais pas, pour moi elle est vivante quoi, elle est toujours là chaque nuit. Quand je suis tout petit garçon, la Lune c'est un endroit très froid où curieusement j'ai pas trop envie d'aller en fait. D'autres endroits me font plus rêver. Le fond de l'eau, Jules Verne me donne plus envie d'aller sous l'eau que d'aller dans la Lune. Une lueur d'espoir et tout, enfin, quelque chose qui nous protège, parce que pendant la nuit il fait tout noir et il y a juste la lumière de la lune. Du coup c'est la seule chose qui est claire. やっぱ夜はさ太陽に照らされて光るじゃん月って、やっぱそれのおかげでなんか、夜もさ真っ暗じゃなくて月のおかげで少し光あるからいいかなって思う。 Pour moi, la Lune, c'est pas vraiment vivant ou mort. Pour moi, c'est plutôt une connotation scientifique, un peu planétaire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas vraiment un symbole mort ou vivant. Ouais, pour moi, quand j'étais petit, la Lune, c'était vraiment un symbole de la nuit en quelque sorte, quand c'était l'heure de dormir. Aujourd'hui, oui, maintenant qu'on devient un peu plus cultivé, on sait très bien que la Lune, c'est une partie de la Terre. J'ai l'impression que c'est globalement un gros caillou blanc et où il se passe pas grand chose. Nous avons vu à travers les différents thèmes que malgré les ressemblances, les cultures ont leur propre façon de voir la Lune. Ces disparités se manifestent dès les plus anciens temps. Dans la mythologie,
La lune symbolisait le cycle de la vie, comme si le destin était tracé en fonction de la lune. Tandis qu'au Japon, elle était plus vue comme une divinité ou une personne que l'on pouvait vénérer pour les récoltes, ou à l'opposé, provoquer la méfiance dans les esprits. Au fil du temps, les habitants du soleil levant ont appris à chérir la lune et ont créé une célébration pour cette dernière. Toutefois, pour les Européens, ce satellite engendrait la violence, avant de peu à peu se transformer en un lieu désiré et rêvé. Ces deux perceptions de la lune, c'est-à-dire en tant que personne ou lieu, se manifestent notamment dans les écrits. Jules Verne cherche un moyen pour explorer ce lieu, alors que les Japonais ont fait de Kaguya Hime une allégorie de la lune. Aujourd'hui, elle ne représente qu'un astre mort et on lui a attribué un rôle commercial. La lune va-t-elle continuer à changer dans l'avenir ? Mais ceci est une autre histoire. Created using Powtoon.